La maison Winchester de Pierre Sange. Hier soir, alors que je me trouvais coincé dans l'un des ascenseurs de l'hôtel Algonquin en compagnie de Martha Peabody, veuve d'Archibald, il m'est venu l'idée d'un nouveau sujet. La panne a duré près d'1 heure. Je me suis demandé si je n'allais pas devoir bivouaquer sur place avec la veuve Peabody et me nourrir du contenu de ma valise. Martha a choisi d'apaiser son angoisse en parlant sans reprendre son souffle jusqu'à ce qu'un adolescent déguisé en pompier ou en groom nous délivre à coups de marteau. Je n'ai pas suivi le cours de ses paroles. Je crois savoir qu'il a été question à un moment donné de l'influence des astres et plus tard de la tremblante du mouton. Mais entre les astres et les moutons, Martha a parlé d'une autre veuve, richissime, héritière de la fortune de son mari marchand d'armes et tourmentée par l'idée d'être poursuivie par toutes les créatures, bêtes et hommes, tués par ses fusils, ce qui devait faire beaucoup de rancuniers. Il y a peut-être quelque chose à écrire à partir de cette idée. L'histoire d'une femme devenue riche et veuve le même jour, et le lendemain à moitié folle à cause de la richesse et d'une mort rappelant à sa mémoire des milliers d'autres cadavres. Je n'aurais pas le courage de parler à la première personne. Je n'ai pas la force de me mettre dans la peau d'une veuve à moitié folle. Mieux vaudrait parler d'elle de l'extérieur. La présenter par un tiers, bienveillant, mais lucide et sans pitié. Et il faut que ce tiers ne se contente pas d'être un témoin planté là comme un de ces vieux patriarches du Missouri sur sa chaise berçante. Il faut qu'il ait sa place dans l'histoire et défende ses intérêts. Reste à préciser lesquels. Ça ne peut pas être son mari, il vient de mourir. Ni un voisin, les voisins sont des personnages prévisibles. Peut-être sa fille. Mais d'après Martha, cette femme a perdu son seul enfant presque en même temps que son mari. Mettons alors une nièce. Elle débarque de loin, d'Angleterre, ou d'Écosse, quitte à parler de fantômes. 1 semaine pour traverser l'Atlantique en bateau, encore 3 jours pour faire la route jusqu'au Kentucky et se présenter devant une grande porte d'entrée. Une sonnette, comme dans les films de George Cukor, ou plutôt un heurtoir de porte, lourd, incongru, à gueule de lion, comme si cette porte était celle d'un château des Carpates. Oui ? Comment s'exprime la domestique quand elle vient ouvrir et tombe sur une jeune femme épuisée et ses 3 valises ? Vous désirez ? Ce n'est pas très convaincant. Essayons plutôt... Vous cherchez quelque chose ? Ça va pas non plus. Le mieux est qu'elle ne dise rien. Je suis bien chez Sarah Winchester ? C'est à quel sujet ? J'y suis ou je n'y suis pas ? Je ne suis pas autorisée à laisser entrer des inconnus. Ah, c'est parfait, je ne suis pas une inconnue. Je ne vous connais pas. Je suppose que quand Madame Winchester parle d'inconnus, elle parle des personnes qui lui sont étrangères, pas de celles que vous ne connaissez pas. Je connais toutes les personnes que Madame connaît, et il n'y en a pas beaucoup. Faisons simple. Allez lui dire qu'une personne de sa connaissance à elle est venue de loin pour la voir et l'attend dehors, dans le froid. À quel nom ? Betty Winchester. Ah oui, bien sûr. Vous me connaissez ? Non. Mais en général, les inconnus qui viennent cogner à cette porte s'appellent Winchester. L'histoire se passe au milieu des années 20. Quelques années plus tôt, la nièce aurait voyagé en voiture à cheval au lieu d'une automobile. Je trouverai le moyen de décrire la porte fermée. Le silence derrière cette porte. Le silence dans cette rue en bordure de la ville. La tête ronde du chauffeur dans l'auto. Un figurant dont je ne ferai rien et qui retournera bientôt chez lui. Le froid d'une nuit d'avril. La jeune femme contrariée, ne voyant personne revenir. Au-dessus d'elle, la silhouette de la maison Winchester. Il s'agit de faire comprendre que dans la nuit noire et sans lune, tant pis pour la lune, la jeune femme ne prend pas conscience de l'énormité de ce bâtiment. Citation. Dans d'autres pays, le fou se voue à Dieu jusqu'à la castration, comme dans certaines sectes russes. Il s'adonne à l'œuvre d'art, comme à Paris ou à Berlin. Il cultive une excentricité à la limite du monde civilisé, comme à Londres. Aux États-Unis d'Amérique, la folie prend une forme américaine. Elle investit des sommes folles et se met à bâtir plus grand, plus haut et plus gros que jamais. Sam Hoffman, Winchester ou le luxe de l'enfermement, The New Yorker, 1931. La domestique revient. Elle s'appelle Suzanne. Ou Marie. Ou Sharon. Entrez, madame.
Vous avez d'autres bagages? Le chauffeur débarque une dernière valise avant de disparaître pour toujours, parti faire le figurant dans un livre de Conan Doyle. Si madame veut bien me suivre. Je n'arrive toujours pas à me défaire des modèles de Lubitsch pour faire parler les domestiques. Du moins jusqu'à ce qu'ils se mettent à parler d'eux-mêmes et disent un peu ce qui leur chante. Je les laisse faire. Et parfois, je constate qu'eux aussi ont vu trop souvent les films de Lubitsch. Je vous conduis à son bureau à l'étage au-dessus. Enfin, l'étage au-dessus de l'étage au-dessus. Et maintenant, un décor d'escalier sans fin. Apparemment sans fin. 2 femmes dans cet escalier. La domestique. La nièce venue de très loin. Et un dialogue d'exposition en profitant du nombre de marches à monter. Est-ce qu'elle a reçu ma lettre? Madame reçoit beaucoup de lettres. Je lui annonçais mon arrivée. Ou alors elle n'a pas dû la lire, elle m'en aura parlé. Vous voulez dire qu'elle ne m'attendait pas? Madame n'attend personne. Aucune visite, jamais. Elle reste la plupart du temps dans son bureau. En dehors des architectes et de ceux qui habitent dans cette maison, vous êtes la première. Qui d'autre habite ici? Des domestiques? Oui. Et les autres? Quels autres? Il y a beaucoup de place. J'en ai bien l'impression. La maison est immense. Vous plaisantez? À quel propos? Non, je ne plaisante pas. Cette maison me semble vraiment démesurée. Vous venez de loin, vous avez dit? On dirait que la chambre de ma tante aussi se trouve loin. Il y a un autre escalier après celui-là, puis un couloir et puis un autre escalier. Vous avez une façon de dire ça, on dirait que ça vous amuse. Pour interpréter la tante, il faudrait Catherine Hepburn dans ses vieilles années. Maigre, hiératique, faisant de la maladie mentale un argument d'autorité, solide, mais tout aussi bien fêlé à un endroit ou à un autre, là où personne ne se risque à aller voir, pas même un médecin. Les rares visiteurs dans son bureau en ressortent après quelques minutes en se demandant s'ils ont vu les signes d'une force durable, maintenue d'année en année, ou les symptômes d'une lutte forcenée et sans espoir contre la décrépitude. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Il y a encore beaucoup de marches après ça. Il vaut mieux pas oublier quelque chose en bas. Un escalier, un couloir, un autre escalier, un premier aperçu de cette maison interminable. Les couloirs se perdent si loin qu'on n'a pas jugé utile de les éclairer jusqu'au bout. L'obscurité prend le relais d'une impression d'infini. La chambre de la tante. Non, son bureau. Derrière cette porte. On n'y entre pas encore. Il vaut mieux en faire sortir la vénérable folle. Je me demande si elle doit porter une robe de chambre ou quelque chose de ce genre. Un éclairage de côté. Bonsoir, ma tante. Et maintenant, tu es en train de te dire, tous ces efforts, ce long voyage, j'espère que ça en vaut la peine. Je me suis posé la question avant de partir. Bien sûr. Moi, je me serais posé la question après. Trop tard. Je suis contente de te revoir. Après toutes ces années, tu veux dire. Contente de te revoir après toutes ces années. J'ai retrouvé ta lettre. Tu vois, je range et je retrouve. J'ai bâti cette maison pour que chaque chose ait sa place. Les choses n'ont leur place nulle part, sauf ici. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dois avoir raison. C'est ce que tout le monde dit. Mais toi, tu dois avoir de bonnes raisons de venir de si loin pour visiter ta vieille tante, après tant d'années passées sans se dire un seul mot. Tu as de bonnes raisons? Oui, ma tante. Tu es bien élevée? Oui, ma tante. Et tu as la tête sur les épaules. De bonnes raisons. Laisse-moi deviner. Tu as un calendrier chez toi et tu as estimé que je n'allais pas tarder à quitter ce monde. Je crois bien que tu es venue trop tôt. Je ne suis pas venue pour ça. Pourquoi, alors? Je veux bien découvrir les bonnes raisons de la nièce qui dit « Oui, ma tante ». Ce n'est pas une histoire d'héritage, ni d'argent. La fortune d'une vieille folle, source de maladies parfaitement identifiables, excusables presque, a de quoi justifier toutes sortes de démences secondaires autour de la folie principale. Courage.
Tout paraîtrait simple s'il n'y avait pas cette maison interminable et ses couloirs prolongés à l'infini. Contentons-nous de cela pour le moment. La fortune d'un marchand d'armes. La vieille folle qui la jette par les fenêtres. La nièce venue de loin parce qu'elle est l'unique héritière et ne veut pas voir sa fortune partir en fumée. Je verrais bien la vieille tante dans son peignoir Catherine Hepburn décacheter la lettre de sa nièce et la lire devant elle pour la première fois, à haute voix. La nièce obligée d'écouter sa lecture. Ma chère tante, je me prépare à quitter l'Écosse non sans émotion. Et pendant ma longue traversée en bateau vers l'Amérique, j'aurai tout le loisir de penser à nos retrouvailles. Je suis contente de te revoir après toutes ces années. Vas-tu reconnaître la petite fille? Et pendant ce temps, la domestique, elle reste là? Elle assiste à la lutte des deux femmes sans bouger, habituée à ces cruautés de grande famille, ou bien elle a déjà disparu? Sharon? Oui, madame? Préparez une chambre pour ma nièce. Betty. Betty restera ici une nuit. 2, peut-être. Bien, madame. Enfin, autant de nuits qu'elle voudra, n'est-ce pas, Betty? Ce ne sont pas les nuits qui manquent. Quelle chambre? Ce ne sont pas les chambres qui manquent non plus. Dans d'autres circonstances, on aurait pu parler de chambre verte ou de chambre jaune. Dans une maison qui en compte une cinquantaine, une vénérable folle, préoccupée par le rangement, doit se résoudre à leur donner un numéro. L'instant d'après, Sarah Winchester accompagne la nièce jusqu'à sa chambre. Une façon de mettre un terme à leur conversation. La nièce comprend que ce soir-là, il n'y aura pas d'autre forme d'hospitalité. Pas de dîner. Pas de tisane du soir avec sa tante, ni de souvenirs de famille évoqués jusqu'à ce que tout le monde tombe de sommeil. Encore des couloirs, des escaliers, des portes, et de plus en plus précisément la conviction que cette maison est l'intérieur du cerveau d'une folle. Tu ne me dis rien? Je sais que tu es venu pour mon argent. Je suis venue parce que des personnes mal intentionnées autour de toi veulent profiter de ta fortune et de ta faiblesse. La maison compte plus de 50 chambres. Des dizaines d'autres pièces, à la destination imprécise. Ni salon, ni bureau, encore inachevés. Des milliers de fenêtres, 40 cheminées, certaines vraies, d'autres fausses. Des portes basses donnant sur un autre corps de bâtiment où se répète une semblable succession de couloirs et d'escaliers, de chambres sans fenêtres, mais à 3 ou 4 portes, dont l'une au moins s'ouvre sur une chambre sans fenêtre, dont l'une des portes s'ouvre sur une chambre, et ainsi de suite. Profiter de ma faiblesse? Je suis faible? Et quelle personne? Qui t'en a parlé? Snodgrass. J'ai volé ce nom à Dickens, il faudra en trouver un autre. Cet homme est une crapule. Il est aussi son banquier. Le mieux placé pour me soutirer mon argent. Des couloirs interrompus comme des impasses, des escaliers menant au plafond, des portes donnant sur des murs, d'autres sur l'extérieur à 10 mètres du sol, de faux angles droits, des monts de charge, des plans inclinés, des passerelles, des vestibules triangulaires, un décor en trompe-l'œil et des miroirs de la taille d'un mur entier, comme s'il fallait multiplier par 2 le nombre des portes et celui des escaliers. Je ne comprends pas. Déjà tout à l'heure, avant d'arriver dans ton bureau, des escaliers, des couloirs. Et encore maintenant, toutes ces portes. Cet escalier-là, il mène quelque part? Celui-là? Non. À quoi bon? Comment ça, à quoi bon? La maison est grande, tu verras. Il y a de la place pour tout le monde. On m'a déjà dit ça. Ne t'étonne pas si tu croises quelqu'un. Des domestiques, des cuisinières, des jardiniers, des ouvriers. Il faut entretenir cette maison. Tu rencontreras Monsieur Utterson aussi. Il se promène toujours quelque part. Qui est-il, ce Monsieur Utterson? Voilà. C'est ici. Sharon a monté tes valises. Tu m'excuseras, j'ai du travail. Je suis sûre que tu passeras une bonne nuit. Inutile de s'attarder plus longtemps. La vieille Winchester s'éloigne le long de ses couloirs. Il faudra donner l'impression qu'elle s'avance dans son domaine les yeux fermés. Citation. Alberto Sabatini, pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre, 1638. Pour transformer une scène, on apprêtera les maisons sur un plancher. On fera en sorte que la seconde soit de 3 pouces en arrière de la première. On fera fabriquer un châssis aussi long, large et haut que la seconde maison et on le couvrira de toile sur quoi sera peint ce qui devra apparaître lors du changement de scène.
On pratiquera une glissière dans le plancher, large de 2 pouces. Si je me souviens bien des paroles de la veuve Peabody dans l'ascenseur, qui était à moitié composée de ragots, l'autre veuve, Winchester, est bientôt convaincue de devoir se confronter le reste de sa vie à tous les spectres qui viendront lui demander des comptes, comme si les hommes tués à coups de carabine revenaient en magasin demander une compensation. Citation. La façon d'opérer est la suivante. 2 hommes de confiance laisseront en même temps glisser les châssis en leur lieu, ayant au préalable bien savonné les extrémités ainsi que les glissières. Pendant son deuil, Sarah Winchester passe sous l'autorité d'un médium, à qui elle confie une partie de son âme et une partie de ses biens. On parle parfois d'une femme, une spirit venue de Boston. Je préférerais un homme. Il y a déjà suffisamment de femmes dans cette histoire pour concurrencer John Crawford et Bette Davis dans ce film de Robert Aldrich où 2 sœurs séniles s'entre-dévorent. Un homme pourra ajouter un peu de faux charme à son autorité de directeur de conscience. Il pourrait être un simple escroc. L'escroc évident déguisé en pasteur, en gentil membre de l'église des saints des derniers jours, venu parler d'une voix douce de mort, de péché, de rédemption, en regardant une vieille femme dans les yeux. On en parlera plus tard. Pour l'instant, c'est le 2e acte. Je rêverais maintenant d'écrire un livret d'opéra au lieu d'un scénario ou d'un livre. Il me faudrait une musique de carnaval et de danse macabre, comme la suite d'Alfred Schnittke consacrée à Gogol. C'est la nuit. La nièce est dans cette chambre, au milieu d'autres chambres, quelque part dans cette maison faite de plusieurs maisons liées entre elles par des passages. Elle ne dort pas, elle n'a rien mangé, elle a faim. Elle se demande si elle serait capable de traverser ce labyrinthe pour trouver la cuisine et une bonne âme disposée à lui servir de quoi manger. Quant au spectateur, il se demande si cette musique est interprétée par des clowns menaçants depuis une terrasse ou bien est seulement là pour accompagner l'histoire. Le décor est simple. Une chambre, 3 valises, un lit, et dans ce lit, une insomniaque. Assez de lumière naturelle ou artificielle pour éclairer 4 murs et le plafond. Et voilà maintenant, comme dans une histoire grotesque d'Edgar Poe ou dans un conte de Lewis Carroll, voilà que les 4 murs semblent se déplacer. Au théâtre, on appellerait ça un changement à vue. Le spectateur croit qu'on lui fait découvrir un autre rivage tout en lui procurant le plaisir d'être témoin de la virtuosité des machinistes. La nièce Winchester, dans son lit, est la seule à comprendre que ce changement à vue n'est pas un artifice de théâtre. Les murs bougent pour de bon. Le plafond pourrait se soulever lui aussi. La grande armoire glisse sur le côté. De toute façon, elle est vide. L'une des parois s'escamote. On suppose qu'elle disparaît dans le 3e dessous, laissant le passage à 2, peut-être 5, peut-être 7 bons hommes comme les 7 nains de Grimm débarquant dans la chambre. Si on me commandait un opéra, ce serait maintenant la scène des charpentiers. Baryton, ténor, contre-ténor, l'air de la scie et du marteau, l'air du tenon et de la mortaise, l'air de la bouteille de gin. Ils chantent jusqu'au moment où l'un d'entre eux fait taire les 2 autres quand ils découvrent le lit, et dans ce lit boucle d'or, ou la belle au bois dormant. De quel droit vous permettez-vous d'entrer dans ma chambre sans frapper ? Disons donc 3 charpentiers. Georges, Jérôme et Harris. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je vous pose la question. Ou Augustus, Alfred et Sam. Sam, qui s'occupe du planning d'occupation des pièces? Alfred, je crois. Alfred, tu t'es encore planté? Pas du tout. Cette chambre est occupée, tu le vois comme moi? Je le vois comme toi, c'est une erreur. Exact, ton erreur. Je n'y suis pour rien. Tu veux dire que si madame dort là ce soir, c'est de sa faute? Je dirais pas ça comme ça. Je préfère ne pas savoir comment tu le dirais. Regarde toi-même. Chambre 37, mercredi 4, inoccupée, c'est écrit là, c'est même ton écriture. Mazette, mais il a raison. Si l'erreur ne vient pas de nous, elle doit venir d'ailleurs. Ah oui? Me regarde pas comme ça, hein. J'y suis pour rien. Tout le monde est innocent. À se demander pourquoi cette planète va mal. Seulement, on est censé remodeler une chambre soi-disant vide, supposément, et moi je constate que dans cette chambre vide se trouve madame... madame? Nous ne nous sommes pas présentés. Non, de fait. Samuel, Alfred, et moi c'est Augustus. On est les charpentiers.
Il y a eu une erreur. Oui, je crois. Je n'y suis pour rien. Vous comprenez, une baraque pareille, ça demande de l'entretien. De jour, de nuit. La nuit pour déranger le moins possible. Et ce soir, on avait prévu de s'occuper de cette chambre. C'est ici. Pas de doute. Regardez le plan, madame. C'est là que vous êtes, au bout de mon doigt. Vous inquiétez pas, on va tout remettre. Qu'est-ce que vous allez remettre au juste? Vos murs, vous allez pouvoir finir votre nuit. Je ne l'ai pas commencé. Mille excuses, madame. Ce sont des choses qui arrivent. En fait, non, ça n'arrive jamais, c'est la première fois. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? On va faire de notre mieux. Commencez par vous tourner, s'il vous plaît. Je vais me rhabiller. Tournez-vous vraiment? Regardez. Ça, madame, c'est le plan de la maison. Pas tout, hein, une partie. Ah, le plan de toute la bâtisse, je ne pourrais même pas l'emporter avec moi. Si, dans une brouette. Complique pas tout. Si je dépliais le plan au complet, cette chambre ne serait pas assez grande pour le contenir. Et puis, les tracés changent tous les jours. Toutes les nuits. Votre tante, à l'heure où on se parle, elle s'est enfermée dans son bureau. Son bureau est là, sur le plan, au bout de mon doigt. Enlève ton doigt, que madame puisse voir. Elle est à sa table de travail. Elle redessine la maison. Elle ajoute une chambre. Ou un couloir, ou un escalier. Quand elle n'est pas inspirée, elle ajoute une porte. Mettons par exemple, c'est une supposition hypothétique, mettons qu'elle rajoute une porte à cet endroit. Ou bien ici. De toute façon, c'est une hypothèse. Eh bien, demain matin, votre tante donne son nouveau plan à Battista. L'architecte. Ah, non, le maître d'œuvre. Non, le maître d'œuvre, c'est Cavendish. Ah non, lui, c'est le maître d'ouvrage. Bon, peu importe. Toujours est-il, cette porte sur le papier, là où Alfred a mis son doigt, dans la journée, il faudra qu'elle existe. En plus de l'architecte, du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, il y a nous, les charpentiers, et encore 8 autres comme nous. Et des maçons, des plâtriers, des tapissiers, des couvreurs, des ébénistes, des... Et des serruriers. Ah, exact. Vous imaginez le nombre de serrures? Ce n'est pas seulement une question de nombre. Cette maison, chaque nuit, chaque jour, change de forme. Vous comprenez? La vieille Madame Winchester ne se contente pas d'ajouter. Elle modifie ce qui a déjà été fait. Même nous, ça arrive. On s'y perd. On ouvre une porte. Derrière la porte, rien. Des fois même, pas de porte. Du coup, aux endroits où c'est le plus sensible, je veux dire là où Madame votre tante redessine le plus souvent, on a pris l'habitude de tout monter sur des rails. Comme ça, on fait rouler. Les murs coulissent. Et comme tout change tout le temps, on tient un planning. Vous pouvez être sûr, à l'heure où on se parle, il y a des plombiers à l'autre bout du château en train de travailler. Ils ajoutent des tuyaux. Ils sont tellement loin, on les entendrait pas. Madame, ça va? Je manque de sommeil et je n'ai rien avalé depuis ce matin. C'est pour ce genre de folie que ma tante dilapide son argent. Est-ce que l'un de vous deux aurait quelque chose à manger? Est-ce que vous aimez le Stilton? Ça ira, merci. Vous pouvez me dire à quoi ça va lui servir? Quoi donc? Construire cette maison? C'est-à-dire... J'aimerais qu'on m'explique. Il y a comme une logique. Plus ou moins. Une logique d'escalier qui mène au plafond? En quelque sorte. Ah, et j'ai aussi un reste de cheddar, ça vous dit? Merci. Mais, vous venez toutes les nuits pour travailler? C'est-à-dire, madame, on habite sur place. Vous habitez ici? Nous et certains collègues. Les autres viennent au coup par coup. C'est immense, alors forcément, pour des raisons pratiques, on se fait une petite place. Depuis longtemps? Quelques années pour ce qui me concerne. Alfred est arrivé 1 an après moi, en 1904, et Sam encore 1 an après. Vous vivez là depuis 20 ans? On s'est fait une petite place. Et ma tante vous paye? Modestement, on n'est pas difficile. Oh, tant qu'il y a du travail, on est heureux. Pourvu que ça dure. À force, on connaît la maison. On la connaît mieux que n'importe qui. On se creuse des couloirs à nous qui ne sont pas sur le plan. On la connaît mieux que Cavendish, par exemple. Mieux que Battista à la longue. Ma tante m'a parlé d'un autre homme. Durel, électricien. Non. Patterson? Utterson? Utterson, c'est exact. Un architecte? Non, pas vraiment. Un architecte de l'âme. Ah oui, vu comme ça, oui. Un homme à tout faire. Un serrurier particulier. Le préposé aux ampoules. Le remonteur de pendule. Le réparateur Oui, de... bon, ça suffit. Quand je suis arrivé, il était déjà là. Pour votre tante, il est une sorte de directeur de conscience, de confesseur, je sais pas quoi. Un magnétiseur, un spirit. Il se contente de regarder les gens. Ceux qui sont malades guérissent et ceux qui se portaient bien tombent malades. Pas vraiment un rigolo. Sauf quand ça lui prend. Et alors... Il a sa chambre à lui, quelque part. Il en a même plusieurs, 2 ou 3, je suppose. J'ai jamais su exactement. Je vous montrerai sur le plan.
Utterson, il est ici chez lui. Lui et votre tante se connaissent bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne veux pas insinuer qu'ils se connaissent dans le sens où vous entendez qu'ils se connaissent, mais seulement dans le sens ordinaire, à ceci près que c'est un ordinaire qui dure depuis un temps pas ordinaire. Je ne comprends pas. Moi non plus à votre place. Quand Madame Winchester a perdu sa fille et son mari dans la même semaine, elle a perdu aussi la tête, vous voyez, un peu. Ça s'est passé en 1887. Toutes mes condoléances. Je suis au courant, depuis longtemps. À cette époque, Utterson est arrivé. On sait toujours pas d'où. En tout cas, au bon moment. Ah, c'est ce genre d'homme. Il apparaît toujours au bon moment. Et en même temps, il n'arrive jamais au moment où on l'attendait. Il se tient derrière un panneau en attendant le moment de dire sa réplique. Il rate jamais. Par exemple, maintenant, si j'étais lui, ou si lui-même était lui-même, il choisirait d'entrer dans cette pièce-là, maintenant. Et nous, on se dirait, tiens, quand on parle du loup. Citation. À la fin du XIXe siècle, quand l'héritière de la fortune Winchester entame la construction sans fin de la maison dans laquelle elle trouvera la mort, elle donne à voir et même à arpenter une forme paradoxale en accord avec l'état de sa conscience. Multiplier une chambre à coucher par définition unique est comme s'évader loin de soi, un processus impossible conjurant son impossibilité dans une éternelle poursuite. Jennifer Viviani, Le fort intérieur, psychanalyse de la chambre close. Difficile de faire autrement. Utterson apparaît à ce moment-là. S'il apparaît, il fait taire les charpentiers, il finirait par trop en dire. Autour de lui, chaque fois qu'il le décide, règne une sorte de silence dont il est l'orchestrateur. Un silence protocolaire mais animal et élémentaire. Ce n'est pas un truc si difficile à mettre au point pour un homme de ce genre. J'ai peut-être raté l'occasion d'un quiproquo. J'aurais dû laisser les charpentiers dans l'ignorance. Mettons qu'ils ignorent qu'ils s'adressent à la nièce. Ils parlent alors librement de leur existence dans ce chantier de Pharaon. Ils parlent de la vie facile, des chambres cachées, capitonnées par leurs soins et insonores, où ils organisent des fêtes galantes, les nuits d'été, les soirs d'hiver. À moi de décider si ces fêtes deviennent des orgies passées une certaine heure. Je vais essayer de... 3 charpentiers évoquent leur existence au cœur de ce chantier sans fin. Tant mieux s'il est absurde. Ils parlent en se poussant du coude. Ils sortent d'un placard une bouteille de gin. Madame Winchester est au courant de tout cela? Puis c'est l'arrivée d'Utterson, le directeur de conscience, l'homme qui ne rit pas. Les charpentiers se taisent. Bonsoir. Maintenant seulement, Betty Winchester se présente. Bonsoir. Je suis Betty Winchester, la nièce de Madame Winchester. Quand ils comprennent à qui ils ont affaire, les charpentiers s'enfoncent dans un silence plus épais encore, plus ridicule. Un silence de baryton, de ténor et de contre-ténor. Je trouverai le moyen de les faire sortir par une porte côté jardin. Vous devez être épuisé après un voyage pareil. La scène suivante pourrait se dérouler dans les appartements d'Utterson. Vous devez vous demander où vous avez mis les pieds. Une maison de fous n'est pas difficile à comprendre. Mais je comprends surtout que ma tante est devenue un puits sans fond, un gisement autour duquel se rassemblent toutes les crapules intéressées qui ne se seraient jamais rencontrées autrement. Ou plutôt dans les cuisines. Utterson aura accompagné la nièce jusque-là pour lui trouver de quoi manger au milieu de la nuit. De la nourriture. Et de l'alcool. Supposons qu'il se sert du whisky sans se priver. J'imagine que vous m'inscrivez au nombre des crapules. Je ne vous connais pas. Mais vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à l'idée qu'on se fait d'un homme débarqué de nulle part pour venir en aide à une vieille milliardaire à moitié folle. Je ne peux pas vous en vouloir. Vous êtes aussi le genre d'homme qui se retient de faire des reproches s'il risque de lui coûter son poste. Quand j'ai rencontré votre tante, elle n'était pas vieille. Elle était déjà riche. Vous ne me croirez pas si je vous dis que je l'ignorais. Elle était déjà folle. Vous l'avez vue ce soir. Elle vous a fait l'effet d'une folle? Non. Mais cette maison, tout autour d'elle, n'allez pas me dire qu'elle a fabriqué cette folie pour maintenir son équilibre mental. Il faudra prolonger la conversation et trouver le moyen de le faire boire, lui, sans justifier chaque verre d'alcool, mais sans non plus qu'on ait l'impression d'une maigre ruse d'écriture, me permettant de métamorphoser une sorte de majordome en pitre incapable de se contrôler. On est au milieu de la nuit, dans une cuisine aussi extravagante que le reste de la maison. Un décor de cirque, de brocante et de machinerie de bateau à vapeur. On ne me pardonnerait pas de retarder davantage les explications. Comment s'y prendre? Utterson boit trop, avec assurance.
Il est ici chez lui, dans son domaine. Assurer son emprise sur la nièce est pour lui tout aussi naturel qu'affirmer son pouvoir sur toute chose. Vous ne comprenez pas. Le problème est, comment prononcer une phrase pareille? Vous ne comprenez pas que j'ai fait tout ça dans le seul but de protéger votre tante? Sans donner l'impression d'entendre le feuilleton de l'après-midi. Si la version gigolo incorrigible ne marche pas, il faut privilégier la version chef de secte illuminée. À moitié exorciste, à moitié évangéliste. Si on a d'emblée le sentiment d'entendre un exalté, on écoutera peut-être ses explications jusqu'au bout. Des millions de carabines vendues en un demi-siècle. Vous imaginez le nombre de personnes tuées? Honnêtement, non. Il y a ceux qui ont travaillé comme bûcherons d'est en ouest à peine arrivés dans ce pays, et d'autres qui l'ont défriché à coups de fusil en tirant sur des bisons, des indiens, parfois aussi des blancs, tout arrive. S'il y a un Dieu, comme j'en suis persuadé, au-dessus de nous, vous pensez qu'il pardonne facilement alors qu'il a demandé à Moïse de nous donner les tables de la loi? Il aurait pu tout simplement empêcher les hommes de mourir. Les bisons aussi, pendant qu'il y était. Il a choisi de faire autrement. Je ne suis pas là pour le juger, lui. Moi non plus. Mais je n'en pense pas moins. Ces morts reviennent de ce côté-ci du monde pour demander des comptes. Ah, comment en êtes-vous aussi sûr? Ce serait trop long à expliquer. Seulement le lecteur risque de ne pas se contenter de ce genre de « ce serait trop long à expliquer ». J'ai vu des signes. J'ai interrogé... Vous allez me prendre pour un illuminé. Faites comme si je n'étais pas là pour vous juger. Ils reviennent régler des comptes. Et ces comptes, il n'y a plus qu'une personne à qui ils peuvent les demander. C'est cette femme seule, là-haut, dans son bureau. Qu'est-ce qu'elle y peut? Elle n'y est pour rien. Quel rapport entre ces morts mécontents d'être morts et cette maison remplie de charpentiers comme les 7 nains de Blanche-Neige? Je vais vous dire... À ce moment de la conversation, pour donner à cet ectoplasme un peu de consistance, je pourrais l'amener à parler des labyrinthes dessinés quelque part en Sibérie, censés représenter les méandres du monde des morts. Certains hommes qui ont connu le séjour des morts et en sont revenus disent avoir vu un réseau de galeries entrecroisées, nombreuses, parfois bouclées sur elles-mêmes. Elles servent à égarer les esprits pour les empêcher de revenir du côté des vivants. Cette maison est conçue selon le même principe. Elle sert de piège. Et pendant que leur conversation s'enlise dans la cuisine, les 3 charpentiers poursuivent leur bricolage à l'autre bout de la maison, à l'une de ses nombreuses autres extrémités. Ils servent de contrepoint, réfugiés dans une chambre conçue par eux-mêmes, connue d'eux seuls et de quelques initiés, où ils ont rassemblé de quoi boire, manger et jouer. Vous envisagez vraiment de piéger 1 million de fantômes? Autant qu'il faudra. Les fantômes des bisons aussi? Je ne pense pas aux bisons. Vous avez tort. Cette maison me paraissait déraisonnable. Je la trouve encore plus folle maintenant que vous lui avez apporté une explication. Vous en avez vu? Vu quoi? Des fantômes? Mais oui. Un homme une nuit, il y a longtemps. C'était un Ojibwé. Un quoi? Un Indien Ojibwé. À quoi l'avez-vous reconnu? Mais, dites-moi, un seul fantôme en 20 ans et vous croyez encore à votre méthode? Les esprits ne se laissent pas voir, mais ils sont là, tous les soirs. Voilà pourquoi il faut continuer de travailler chaque nuit, ajouter des chambres et des couloirs, pour donner à ces âmes en peine une sépulture où ils pourront se lamenter sans déranger ceux qui sont en vie. J'ai fait tout ce chemin pour me retrouver dans une immense maison de retraite pour revenants. Citation. Ce croquis représente les méandres du monde souterrain des morts tel que le dessinateur prétend l'avoir vu. Ce monde rempli de passages complexes est supposé dérouter les nouveaux arrivants. Tels des spéléologues, les morts sont condamnés à errer dans ces galeries. Les nouveaux arrivants sont, comme ceux qui s'aventurent dans un dédale, voués à se perdre. Tim Ingold, Une brève histoire des lignes. Non, je ne pourrais pas dire que c'est simple. Utterson parle de fantômes. La nièce est certaine d'être tombée dans l'asile de fous le plus cher du monde. La précaution.
Les trois charpentiers sont tout juste assez ivres pour chanter des chansons à boire venues d'Irlande. Rien ne nous interdit de penser qu'ils sont irlandais. S'ils ne le sont pas, on trouvera autre chose. Il faudra trouver le moyen de rendre Utterson un tant soit peu séduisant, quitte à corriger sa manière de faire. La nièce s'attend à voir en lui le gigolo habituel, le vieux beau pasteur se servant de la voix et de la beauté de Peter O'Toole interprétant Jésus de Nazareth, pour arracher à une vieille femme des sommes extravagantes. Elle en vient à se demander s'il n'est pas la seule personne à vouloir sincèrement aider sa vieille tante. Après tout, elle-même est-elle venue pour la sauver des pattes des escrocs, ou pour lui soutirer tout ce qu'elle pourra pendant qu'il est encore temps? Je n'ai pas encore décidé. Elle non plus, sans doute. Nous ne sommes pas pressés de le faire. Vous devez vous sentir loin en Écosse. Je suis ravie de me tenir à distance de cette maison. Pourtant, vous avez fait un long voyage pour la voir de près. Ça ne mérite pas vraiment d'être appelé long voyage. Les stratagèmes habituels, quand le prédateur fait preuve à l'égard de sa proie d'une attention qu'elle n'a jamais connue jusque-là, et qu'elle ne connaîtra sans doute jamais plus. La robe que vous portez est beaucoup plus ravissante que celle que portent toutes les femmes de ce pays. Au moment où la conversation risque Merci. de devenir compromettante, comme on l'écrit dans les vieux romans, la scène est interrompue. Monsieur Utterson, qu'est-ce que vous faites là au beau milieu de la nuit? Non, pas la domestique. Il ne lui viendrait pas à l'idée de demander ce que Utterson fait ici et maintenant s'il est partout chez lui à toute heure. Ce serait plutôt à elle de justifier sa présence. Et d'ailleurs, j'ai mieux à faire que lui demander d'interrompre des parades nuptiales. À ce moment précis, je l'imagine plutôt ailleurs, en compagnie des charpentiers. Monsieur Utterson, qu'est-ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit? Le retour de la veuve. Elle aussi partout chez elle, de jour et de nuit, et l'insomnie est son domaine. Je ne vous demande pas d'explication, après tout, vous connaissez la maison. Mais toi, Betty, tu ne dors pas? Cette maison distribue l'insomnie équitablement. Je ne m'étonne pas tant que ça de te voir debout en pleine nuit en compagnie de ce monsieur. Il m'a accompagnée jusqu'ici pour que je trouve quelque chose. Je m'en doute. L'avantage d'une maison pareille, c'est l'occasion donnée à des hommes comme lui d'accompagner des femmes comme toi pour leur éviter de se perdre. Je n'avais pas prévu cet effet secondaire, mais je ne le regrette pas. Monsieur Utterson a fait beaucoup pour cette maison et pour moi. Il n'est pas comme la légion de ces banquiers et l'autre légion des maçons en tout genre qui comptent vivre à mes crochets jusqu'au siècle des siècles. Et maintenant, il est temps de donner congé à l'aimable Utterson. Depuis toujours, il se dépense sans compter pour maintenir ma maison en ordre. Il est en quelque sorte l'intendant général. Mais c'est évidemment plus que ça. Éléazar, mon ami. Je ne peux pas m'empêcher de lui donner un prénom biblique encombrant. Éléazar Utterson, un nom de vendeur d'élixir. Éléazar, mon ami, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire cette nuit. Je vous retrouve demain. Utterson quitte la pièce, emportant avec lui son prénom d'évangéliste. Mesdames. Quant à toi, ma nièce, puisque tu ne dors pas, suis-moi dans mon bureau. Encore des couloirs qui pourraient permettre à la tante et à la nièce de régler leurs comptes, tout en marchant sans jamais arriver au but. Les histoires de famille, la fortune et ses intérêts, la bonne gestion du patrimoine, la mauvaise influence de ceux qui nous promettent le paradis. Les deux femmes finiront par s'arracher la peau du visage avant l'aube. Et pourquoi se priver plus longtemps d'entrer dans le bureau de la veuve? Ouvrir la porte qu'on avait condamnée, histoire de faire consciencieusement son travail de narrateur. Et nous voilà devant une table à dessin. La veuve y déplie le plan de sa maison. Il faut bien faire attention à ne pas le déplier entièrement. S'il se dévoile tout entier d'un seul coup d'œil, il court le risque de décevoir. Nous sommes ici, au bord de cette ligne. Encore un doigt posé sur une feuille de papier couverte de lignes tracées à la règle. Ça ne me dit rien ici ou ailleurs. Je ne me retrouve pas plus sur cette feuille que dans ces murs. Là, c'est la cuisine, où je t'ai retrouvé, enfin, l'une des cuisines. Et ici, c'est ta chambre. Ça ne l'est plus. On m'en a chassé. Qui? 3 charpentiers. Ou 3 fantômes de charpentiers. Pas d'importance.
Il y en a d'autres. C'est donc ici qu'elle travaille. Toutes les nuits, selon la légende. Selon ce que m'a raconté hier Martha Peabody dans un ascenseur. Il faut imaginer chaque nuit la veuve Winchester à qui une fortune venue d'ailleurs a donné ce pouvoir sans borne et sans objet. Il faut l'imaginer au centre de sa maison et au centre de ses plans, comme si elle devait repréciser chaque soir de la pointe d'un crayon l'endroit où elle se trouve et d'où elle prend ses décisions, sachant que le lendemain, en plein jour, les lignes tracées dans cette cellule seront reportées à l'échelle dans ce monde réel peu à peu défiguré par ses lubies d'architecte. Sur des étagères, les plans de l'ensemble des bâtiments trop nombreux pour tenir sur une seule feuille. Rangés comme une encyclopédie dans l'ordre alphabétique, les plans de l'aile sud dans une armoire, les plans de l'aile nord dans une autre armoire, ailleurs sur d'autres étagères, le relevé des sous-sols, les plans sur plusieurs niveaux, le réseau de la tuyauterie, la véritable contenant l'eau chaude et l'eau froide, et la fausse placée là pour donner l'impression d'une maison habitée par des êtres vivants. Le reste de ces archives un peu plus loin dans d'autres meubles fermés à clé, et sur différentes tables les différents chantiers en cours. Là où il se trouve, loin des plans de la veuve, Augustus, Alfred et Sam entament à 3 voix désaccordées la chanson de la veillée de Finnegan, en s'accompagnant de ce qu'ils trouvent, en soufflant dans des bouteilles vides. Chanter aussi mal, ça devrait même pas être permis. Sharon les a rejoints. Il y a sans doute d'autres femmes avec elle, on les devine. Elle les représente toutes, en buvant au goulot des bouteilles que lui présentent les hommes. Essayez de faire mieux. Moins fort, elle va vous entendre. Plaisante, elle est à l'autre bout. Il paraît qu'elle écoute par les tuyaux. Pas de danger, les tuyaux, c'est Foster qui les pose, et il sait ce qu'il fait. Ici, on ne risque rien. Ici, les murs ont des oreilles. Il n'y aura jamais assez d'oreilles pour le nombre de murs que compte cette baraque. En fait d'oreilles, il y a seulement les 2 qui appartiennent à Utterson. Exact. Celle-là se faufile partout. Et s'il nous trouvait Ici? en train de boire, de chanter, Pas de de... danger. On dit qu'il a les clés de toutes les portes. Pas de danger quand même. Il sera le bienvenu chez nous. D'ailleurs, il arrive toujours quand on parle de lui. C'est inévitable. Ah, il doit voir un truc. Il écoute les tuyaux. Et s'il débarque? Comme d'habitude, il se joindra à notre joyeuse confrérie. Dans le bureau de la veuve, il faut que la situation s'envenime. Supposons que la nièce, excédée par la folie de sa tante, par la présence de cette espèce de majordome, assommée aussi par tous les plans que la vieille fait défiler sous ses Je yeux, ferai ajouter un étage ici. Et un escalier. fière et puérile comme une impératrice, Mais ce mur est bouché, l'escalier ne mènera nulle part. Nous avons besoin d'escaliers ne menant nulle part. Non mais tout cela n'a aucun sens. supposons qu'à bout de force, Comment te le dire? la nièce donne la véritable raison de sa présence ici. Personne a bien fait son travail. Elle annonce avoir rendez-vous le lendemain avec les banquiers, Sortir de là. puis avec le médecin psychiatre, Ma tante, puis écoutez-moi. avec l'avocat. Elle jettera dehors l'imposteur venu parasiter sa fortune pendant toutes ces années. Elle placera la pauvre vieille folle dans une maison, une vraie, dirigée par un médecin, entretenue par des infirmières, ou des bonnes sœurs s'il le faut. Messieurs, mesdames, gentlemen, si on a parmi vous. Il y en a plus là. Vous êtes les forces vives et les bras ingénieux qui permettent à cette maison d'exister. Bien dit. Et grâce à vous, cette satanée maison qui n'en finit plus, non seulement nourrit son homme, c'est-à-dire moi-même et mes éminents collègues. Bravo! Mais en plus, elle sert à piéger des fantômes. Des fantômes par myriades. Par milliades. Tous les Indiens qui ont eu un jour l'honneur de se recevoir en pleine poire une balle de fusil Winchester. Bien dit. Exactement, j'ai bien dit. Et j'ajoute à ce que j'ai bien dit que je n'ai pas peur, moi, des fantômes d'Indiens.
Et je m'en vais le prouver. Moi aussi. Moi aussi. Mais comment? Messieurs, dames, gentlemen, nous allons passer cette porte-là et nous avancer dans les couloirs de cette maison à la rencontre des spectres. Et si on en croise un seul, je veux bien être pendu. Moi aussi. Non, moi d'abord. Eh bien, allons-y. Quelqu'un a une corde? A green valley, green valley, Merci. Il y a les fantômes de nos ancêtres. Oh, mes ancêtres, vos ancêtres, des illuminés ou des marchands de fusils. Mais tu ne respectes rien. Il faudrait respecter quelque chose ou quelqu'un. Mais moi, au moins. Elles devraient s'arracher les yeux, mais comme elles sont des personnes civilisées, elles se parlent, ou plutôt hurlent, chacune s'efforçant de ne pas entendre l'autre. Elles n'invoquent pas les dieux, mais différents noms d'ancêtres disparus, comme si avoir des parents communs leur attribuait un champ de bataille en partage. La nièce parle de santé mentale, la veuve de légitimité enfermée dans un coffre. Elle se sent suffisamment saine d'esprit pour écrire sur le champ son testament 3 fois de suite s'il le faut. La nièce menace d'emporter avec elle une liasse de ses plans et de les confier à des médecins aliénistes qui s'en serviront de preuve à charge. Puis, elle choisit de quitter la pièce, brusquement, pour échapper à ce qu'elle pense être le comble d'une démence rigoureusement élaborée. Elle part en claquant la porte, comme quand on veut faire de la fuite un succès de sa volonté. Ma pauvre, tu vas le regretter. Alors ici, je ferai abattre tous les 2 chambres qui sont autour. Les 4. Citation. Quand l'utilisateur d'une carabine modèle 73 baisse le levier de sous-garde, la genouillère s'abaisse, ce qui a pour effet de tirer vers l'arrière le percuteur et la culasse. Le levier d'élévateur fait monter l'élévateur contenant une nouvelle cartouche jusque devant la chambre du canon. L'étui vide est éjecté de la boîte de culasse, l'endroit où il tombe importe peu. Lynn Stewart, carabine et fusil Winchester, 1947. Bon, voyons où nous en sommes. Oh, MacDowell had a farm. E-I-E-I-O. And in that farm there was a cow. E-I-E-I-O. And a moo here and a moo there. Here a moo, here a moo, here a moo there. Oh, par ici, messieurs dames. À gauche, par cette porte. Cette porte est une fausse porte, Sir Augustus. Tu plaisantes, Lord Alfred. Je l'ai construite moi-même. Elle et le couloir qui se trouve derrière. Derrière, il n'y a rien sauf un placard. Il y a un couloir, sauf ton respect. Regarde toi-même. Oh, bah bon sang. Mais qui l'a construite pendant que j'avais le dos tourné? Ceux-là défilent dans la maison à la recherche de fantômes. Ils ont l'air de chasser un opossum introuvable. Le premier qui en trouve un prévient les autres, hein. Introuvable et inoffensif. Ne tirez pas, hein. Il faut le capturer vivant. Oui. Et quelqu'un a pensé à prendre une carabine? C'est pas ce qui manque dans cette maison. La veuve reprend sa place à sa table de travail. Elle s'apprête à corriger le dessin de la veille. Elle ne sait pas encore qu'elle s'endormira sur ses plans dans la minute qui suit. Utterson, je ne sais pas où il se trouve. Je ne sais pas encore quel sort lui réserver. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Martha Peabody? La mort de Sarah Winchester, faisant de son directeur de conscience son unique héritier, immoral et triomphant, propriétaire d'un labyrinthe rempli de pièces vides et de charpentiers errants? Ou alors,
Il traîne lui aussi son insomnie dans les couloirs, en robe de chambre. Il a l'air pâle d'un opiumane. Quand les charpentiers ivres l'aperçoivent de loin, ils peuvent décider de le confondre avec un spectre pour accorder leur vision à leur ivresse. Et aussi parce qu'ils ont le sens de la dramaturgie. L'un d'entre eux a bien pensé à prendre une carabine quelque part, là où la veuve les thésaurise. Une Winchester modèle 73, avec une boîte de culasse, un levier de sous-garde, un volet obturateur, un objet de chargement. Suivez-moi, messieurs, dames. C'est presque tout droit. L'invention d'une amorce centrale adaptée aux cartouches métalliques Devant là, vous avez vu? Il y a quelque chose. Du couloir, au bout de mon doigt. permet d'utiliser des étuis de laiton plus solides, contenant une plus grande quantité de poudre. Il s'avance vers nous. Tu sais te servir d'une carabine? Je sais, et je sais mieux que tout le monde, moi. Il s'avance encore. Ce qui a pour conséquence d'augmenter de façon significative la pression. De toute façon, un mort ne peut pas mourir une deuxième fois. Et de tirer des balles plus lourdes sur de grandes distances. C'est une façon d'en finir avec un personnage. Pas avec l'histoire, ni avec cette maison. Les charpentiers pourront, par exemple, porter le corps du malchanceux comme si c'était un gros gibier jusqu'à la salle des trophées, quelque part au dernier étage. La nièce, elle, continue de marcher dans les couloirs où elle a bien sûr fini par se perdre. Elle sait que la lumière du matin viendra à son aide. En attendant, elle s'égare. Elle trouve le temps long. Elle se confronte à l'absurdité de cette architecture et commence à se dire qu'elle ne pourra sortir de cet empilement de chambres et d'escaliers que si elle devient tout aussi insensée, par mimétisme. Elle marche encore. Elle ne croise pas la procession des ivrognes. Elle ne croise pas non plus le pseudo-médium de Boston en robe de chambre. Elle désespère même de croiser qui que ce soit. Pourtant, il faut trouver le moyen de l'aider à s'échapper de ce qui ressemble à un piège de famille. Tout bien pesé, je pense recourir à un procédé attendu. Je me donne pour excuse qu'il est bon parfois de répondre aux attentes. Je veux parler de l'esprit de l'Indien Ojibwe. Il marche, lui aussi. Il s'avance silencieusement, comme aurait pu le faire Utterson, et comme le fait la nièce Winchester, à ceci près qu'il semble connaître la maison sur le bout des doigts, y compris ses couloirs clandestins aménagés par les charpentiers. Il est hiératique et lointain. Il avance sans toucher les murs. Il ne veut réveiller personne. Il n'attend rien. Il n'est pas surpris de rencontrer la nièce dans l'un de ces innombrables couloirs. Il est indifférent ou respectueux au moment de lui prendre la main. Et avec la même indifférence ou le même respect, il la guide jusqu'à la porte, au seuil de la maison. La sortie. Ce n'est pas encore l'aube, mais bientôt. Et quand Betty Winchester se retrouve dans la rue et se retourne pour voir à la lumière des lampadaires qui est cette personne si serviable, un domestique ou l'un des charpentiers de tout à l'heure, il n'y a déjà plus rien à voir.